Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie encore une fois l'Association des urologues du Sud de m'avoir invité à ce prestigieux congrès annuel et de vous parler cette fois-ci de comment les anesthésistes peuvent aider à améliorer le pronostic des patients en onco-urologie, et je vais vous parler de la réhabilitation améliorée en chirurgie. Alors, la définition de la réhabilitation améliorée en chirurgie, selon le Enhanced Recovery After Surgery Society, donc il y a une société savante qui s'appelle ERAS Society, qui définit ce concept comme un ensemble de stratégies et de mesures périopératoires basées sur des évidences scientifiques qui fonctionnent de manière synergique pour améliorer la qualité et accélérer la récupération des patients après la chirurgie. Alors ça, c'est un schéma un petit peu caricatural de comment se faisait la chirurgie par nos ancêtres. Et on a assisté, bien sûr, à des évolutions technologiques et en matière de connaissances aussi, qui y ont permis de faire la chirurgie comme elle est faite aujourd'hui. Néanmoins, il y avait les idées du professeur Henrik Kellett, qui est un chirurgien digestif danois, qui travaille à Copenhague, et qui avait le souci de patients opérés qui occupaient des lits à l'hôpital pendant très longtemps. Il a inventé ce qu'on appelle le principe du fast track, ou bien le fait de faire sortir les patients rapidement à l'hôpital, bien sûr en toute sécurité, et il a essayé d'implémenter un certain nombre de mesures qui vont permettre la réalisation du fast track. Et bien sûr, au fur et à mesure du temps, plusieurs items ont été rajoutés au protocole initial, et les objectifs étaient initialement d'avoir une durée de séjour plus courte pour les patients opérés, mais au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que les complications post-opératoires étaient réduites avec ces protocoles. Les patients sont plus satisfaits avec ces protocoles et les patients avaient une survie globale meilleure. On va le démontrer par la suite par les études. Les coûts également ont été considérablement réduits avec ces protocoles, pas que dans les pays développés, mais aussi dans les pays en voie de développement, comme l'exemple ici de la Colombie. Et avec l'implémentation de ces protocoles ERAS, on a pu réduire la durée de séjour hospitalière pour les patients opérés, on a pu réduire les coûts directs et les coûts indirects. Alors, toutes les spécialités sont concernées par ces protocoles de la réhabilitation améliorée après la chirurgie. Ça a été développé initialement pour la chirurgie colique et la chirurgie digestive, mais on a également des protocoles dans toutes les spécialités. Dans l'urologie, le domaine le plus étudié et celui qui a été sujet à plusieurs travaux, c'est la cystectomie radicale. Alors, pour comprendre comment ça marche, on doit comprendre la physiopathologie de l'agression chirurgicale, du traumatisme chirurgical, ou bien du stress chirurgical, si vous voulez. Et donc, à partir d'une chirurgie, on aura une réponse neuro-endocrine avec une activation du système nerveux sympathique. Donc, c'est normal, le patient va devenir tachycarde, va voir sa pression artérielle augmenter, mais aussi une activation pituitaire. On aura une réaction métabolique, notamment les patients qui vont présenter un hypercatabolisme, ils vont consommer leur masse musculaire, d'autant plus s'ils étaient dénutris auparavant, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Ils vont voir leur glycémie augmenter, vont voir leur niveau d'inflammation aussi augmenter, mais aussi une immunodépression, et avec l'inhibition des cellules NK, et Dieu sait le rôle de ces cellules NK en oncologie. On va y revenir. Il y a une rétention hydrosodée pour les patients opérés. Les patients opérés vont présenter des malaises et de la fatigue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va lutter contre tous les facteurs qui vont retarder la récupération du patient, notamment la douleur, les nausées-vomissements, le stress, le retard de la reprise du transit, l'immobilisation des patients, l'hypoxie, l'hypothermie, les perturbations du sommeil, la fatigue,
le fait que le patient soit branché à des drains, le fait que le patient ait des sondes nasogastriques urinaires, etc., le fait que le patient soit dénutri ou ayant un jeûne prolongé. Alors, tous ces facteurs vont retarder la récupération et donc on va essayer de modifier ce stress opératoire. Comment? En adoptant une analgésie adéquate, en optimisant les apports hydriques des patients, en luttant contre les frissons, en assurant un support nutritionnel aux patients opérés, notamment la recharge en carbohydrates, une alimentation entérale précoce et l'immunonutrition, sans l'oublier bien sûr. Bien sûr, les facteurs chirurgicaux qui sont très importants dans ce protocole en adoptant la chirurgie mini-invasive. La préparation intestinale actuellement n'est plus recommandée. Également, il faut réduire au maximum les drains et les sondes urinaires et digestives, etc. Bien sûr, donc il faut adopter le traitement médical. Alors, comment ça se passe? C'est le périopératoire. La phase préopératoire, on va voir le patient. Généralement, dans les pays développés, il y a une infirmière ERAS. Donc, c'est elle qui va voir le patient. Elle va lui expliquer le déroulement du protocole. Il va l'impliquer à devenir un acteur dans ce soin. Mais dans notre contexte, généralement, c'est au cours de la consultation pré-anesthésique, dans laquelle aussi on va évaluer les comorbidités du patient. On va essayer d'optimiser les conditions physiques du patient. On va corriger l'anémie, on va le nourrir, on va prescrire éventuellement une kinésithérapie, une rééducation préopératoire. Le jour de l'intervention, on va assurer un apport préopératoire de glucose ou d'hydrate de carbone. C'est très important, on va montrer pourquoi. Pas de jeûne préopératoire prolongé, donc il faut programmer les patients. Il faut prévenir les infections, prévenir les complications thromboemboliques. Actuellement, ce n'est plus d'actualité de prescrire systématiquement une prémédication anxiolytique. Parce que la prémédication anxiolytique, ça va sédater les patients et va pas les aider à récupérer leurs fonctions cognitives post-opératoires rapidement. Alors, je rappelle ici les règles du jeûne préopératoire. Tout le monde est d'accord que 6 heures est suffisante pour réaliser une opération chirurgicale sans risque d'inhalation. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est ça concerne le repas léger. Quand le patient prend un repas consistant, c'est au minimum 8 heures. Maintenant, on peut tolérer jusqu'à 2 heures l'apport de liquide clair, notamment de l'eau, un jus de fruits sans pulpe, un café ou un thé. Alors, il est actuellement dans ce protocole de l'ERAS recommandé d'encourager la prise de solutions énergétiques jusqu'à 2 heures avant l'anesthésie. Alors, il faut recharger les patients la veille, il faut encourager les patients à prendre un liquide clair à volonté jusqu'à 2 heures avant la chirurgie. Pourquoi? Parce que les patients vont se sentir confortables, ne vont pas être déshydratés, ils ne vont pas présenter de résistance à l'insuline en post-opératoire, donc il y a des effets métaboliques bénéfiques. Il n'y a pas de risque d'inhalation avec ce protocole. Bien sûr, ce protocole concerne les patients non diabétiques. Pour les patients diabétiques, on leur donne des liquides, par exemple une tisane non sucrée. Chez les patients non diabétiques, on leur donne, la veille de l'opération, une recharge en liquide clair, notamment dans notre contexte du jus de pomme sucré, ou alors des tisanes sucrées, donc jusqu'à 400 millilitres, et on leur donne à volonté jusqu'à 2 heures avant l'opération. Alors, la phase péropératoire, bien sûr, donc il y a des facteurs anesthésiques avec une prise en charge individualisée des apports hydriques, une prévention de l'hypothermie, donc il faut réchauffer les patients, il faut optimiser l'analgésie en adoptant une analgésie multimodale sans ou avec peu de morphinique, on va voir pourquoi. Il faut prévenir aussi les nausées, vomissements post-opératoires. Il y a également les facteurs chirurgicaux. Je rappelle une fois de plus que les techniques mini-invasives font partie intégrante de ces protocoles de l'ERAS. Bien sûr, il faut réduire l'usage du drain et des sondes nasogastriques. Alors, en pratique, comment on fait? Une antibioprophylaxie 1 heure avant l'incision, éviter les sondes gastriques systématiques, lutter contre les nausées et vomissements, des agents anesthésiques de courte durée d'action, une anesthésie sans ou avec peu de morphinique, une ventilation protectrice pour protéger les poumons pour les patients sous anesthésie générale. Il faut assurer une normoglycémie péropératoire,
une normothermie péropératoire. Il faut réchauffer les liquides, surtout dans la chirurgie oncologique lourde. Il faut adopter une technique d'analgésie en privilégiant les techniques d'anesthésie loco-régionale. Il faut optimiser les apports hydriques en maintenant une pression artérielle moyenne correcte. Alors, la sonde nasogastrique, donc, il n'y a pas d'intérêt à mettre systématiquement des sondes nasogastriques à des patients, sauf si le chirurgien demande à ce qu'on vide son estomac. Et à la fin de l'opération, il faut toujours se poser la question d'ablation de cette sonde gastrique après l'opération. Alors, la prévention des nausées et vomissements post-opératoires. Donc, il existe un score, donc facile, c'est le score d'Apfel. Donc, c'est le patient de sexe féminin, les non-tabagiques, les patients qui ont un mal de transport ou bien les patients qui ont des morphiniques. Alors, dès lors qu'on a un score supérieur ou égal à 2, il faut prescrire et administrer des agents anti-émetiques, 2 agents anti-émetiques à ce patient-là. Il faut bien sûr privilégier les techniques intraveineuses. Lutter contre l'hypothermie, donc, ça fait partie intégrante. Anticiper l'analgésie. Il ne faut pas attendre à ce que le patient ait mal pour lui administrer 1 gramme de paracétamol. Ça n'a pas de sens. Il faut anticiper l'analgésie en préopératoire, en péropératoire, bien sûr avec un traitement actif en post-opératoire. Alors, les apports hydriques péropératoires, on a toujours cru qu'en remplissant les patients davantage, quand on leur fait du bien, alors c'est bien le contraire, parce qu'on va uniquement inonder leur tissu interstitiel de soluté, et en plus de ça, on va leur induire en acidose métabolique. Le sérum salé dit physiologique, ce n'est pas vraiment physiologique, donc c'est quelque chose qui induit de l'acidose hyperchlorique. Alors tout cela pour avoir ce qu'on appelle le post-operative dreams. Donc on veut que le patient soit capable de boire, de manger, de mobiliser et de bien dormir en post-opératoire. Alors en post-opératoire, il faut mobiliser les patients, mais on ne peut pas les mobiliser s'ils ont mal. Donc il faut bien traiter leur douleur et prévenir cette douleur. Il faut stimuler le transit intestinal, notamment en chirurgie abdominale. Alors la solution très très simple, c'est de encourager les patients à mâcher du chewing-gum de façon continue en post-opératoire. Donc ça a été démontré dans un des travaux de professeur Emad Zouzi, où j'ai trouvé, donc ça a été démontré donc que le chewing-gum améliore la motricité digestive et la reprise du transit. Il faut réalimenter précocement les patients, mais bien évidemment progressivement. Il faut les lever, les mobiliser de façon précoce. Il faut prévenir les complications thromboemboliques et les préparer à la sortie. Alors, qu'en est-il de l'urologie? Si on voit un petit peu l'urologie, tous les items du protocole classique ERAS de la chirurgie colique sont reproduits en urologie. Alors, la différence un petit peu, c'est de éduquer les patients aux stomies. Dès lors qu'on va faire des briquaires, des stomies, etc. Donc, on va éduquer les patients avant pour ne pas les brutaliser en post-opératoire pour qu'ils comprennent un petit peu comment faire avec ces stomies. Sinon, tous les autres items sont reproduits en urologie. Alors, on a comparé ici, dans cette revue de la littérature, la chirurgie urologique versus les items classiques. Alors, ce qui est particulier à la chirurgie urologique, c'est le bénéfice de la chirurgie robotique dans la diminution de la durée du séjour, si on la compare avec une chirurgie ouverte. Ce qu'on retrouve aussi, c'est la nécessité de garder les drains pour la cystectomie ou bien pour la prostatectomie radicale. Alors, est-ce qu'il y a un bénéfice d'adopter ces protocoles ERAS en urologie? Il y a des dizaines d'études qui ont démontré que en cystectomie radicale, l'adoption des protocoles ERAS permet une diminution de la durée du séjour hospitalière en post-opératoire, la diminution des besoins antalgiques, la diminution des scores de la douleur et la diminution du taux de réadmission à 30 jours. C'est très important. La diminution des complications aussi post-opératoires. Alors ça, c'est pour résumer un petit peu les bénéfices des protocoles ERAS en chirurgie urologique, notamment la cystectomie radicale. Donc ça diminue la durée de séjour, ça diminue les complications médicales post-opératoires,
Et également, les taux de réadmission à l'hôpital en post-opératoire sont réduits. Et également, il y a une réduction de la mortalité si on adopte les protocoles ERAS. Alors, qu'en est-il de la prostatectomie radicale? Donc, les études ont montré qu'il y a un bénéfice en matière de reprise d'alimentation, de l'alimentation entérale post-opératoire, un bénéfice également dans la durée du séjour hospitalière. Alors, dans ce travail aussi, qui a démontré que l'adoption des protocoles ERAS en prostatectomie radicale a des bénéfices en matière de score de douleur post-opératoire, en matière de reprise de l'activité indépendante en post-opératoire et également un bénéfice en matière de la réduction des coûts liés à la prostatectomie radicale. Alors, il y a des équipes qui ont suivi leurs patients très très longtemps, notamment cette étude suisse qui a suivi ces patients pendant 5 ans. Donc, il a pris des patients qui ont eu une cystectomie radicale selon le protocole ERAS versus ceux qui ont subi cette cystectomie radicale selon un protocole conventionnel. Donc, il y a un bénéfice statistiquement significatif en matière de réduction, d'amélioration de la survie globale et de la survie liée au cancer. Pareil, dans ce travail allemand, quoique ils n'ont pas trouvé de résultats statistiquement significatifs. Alors, comment expliquer cela? Alors, les patients qui ont suivi un protocole ERAS vont avoir des complications post-opératoires réduites. Ils vont récupérer rapidement leurs fonctions. Ils vont rapidement intégrer le protocole de chimiothérapie, de radiothérapie post-opératoire. Donc, il n'y aura pas de retard à la reprise du traitement oncologique. Alors, ça a été prouvé dans ce travail aussi, dans cette étude aussi systématique, qui a concerné la chirurgie oncologique en général. Donc, l'adoption des protocoles ERAS en chirurgie cancérologique améliore ou bien diminue le délai de recours ou bien de poursuite de la chimiothérapie adjuvante après la chirurgie. Alors, vous savez tous qu'il y a des événements péropératoires qui vont influencer le risque de récurrence de cancer après la chirurgie, notamment la manipulation chirurgicale. Donc, quand on manipule une tumeur, il y a automatiquement des cellules qui vont migrer et qui vont faire des métastases. C'est pour cela que les chirurgiens maintenant vont bien sûr adopter des techniques chirurgicales mini-invasives, mais aussi, il y a aussi des événements qui vont concourir ou bien qui vont participer à cette diffusion cellulaire et à une immunodépression, notamment la douleur, l'anxiété, l'hypothermie, les désordres métaboliques et les besoins transfusionnels. Alors, l'anesthésie aussi est très largement impliquée dans ce phénomène de métastase post-opératoire, notamment les morphiniques. Donc, maintenant, c'est démontré que les morphiniques sont bien pour diminuer la douleur des patients, mais ces morphiniques-là vont induire une inhibition des cellules NK et donc vont affaiblir l'immunité des patients. C'est pour cela qu'on adopte des protocoles avec faible usage de morphiniques. Si on peut les éviter, c'est encore mieux. Il y a aussi les agents anesthésiques volatiles, notamment les gaz inhalatoires. C'est pour cela qu'on adopte beaucoup plus des techniques avec une TIVA, donc c'est la Total Intravenous Anesthesia, donc c'est l'anesthésie intraveineuse totale dans la chirurgie tumorale. Alors, cette revue de la littérature sur la technique anesthésique et sa relation avec le pronostic oncologique en neurologie. Donc, ils mettent en lumière les effets de l'anesthésie loco-régionale, les effets bénéfiques de l'anesthésie loco-régionale sur le pronostic oncologique en neurologie, notamment en mettant le point sur le fait qu'en favorisant l'anesthésie loco-régionale, on va utiliser moins de morphiniques, on va avoir aussi un effet anti-inflammatoire des anesthésiques locaux. Alors, tous les anesthésiques locaux ont un effet anti-inflammatoire. Alors, les études animales ont démontré que la lidocaïne, qui est un anesthésiant local, va avoir
de multiples effets, donc c'est un petit peu compliqué, mais à la fin, cette lidocaïne va avoir un effet antimitotique. Alors nous, ce qu'on fait, on perfuse systématiquement aux patients, notamment en chirurgie oncologique, une perfusion de lidocaïne intraveineuse en péropératoire. Alors pour réussir le protocole, il faut travailler en équipe, bien sûr, chirurgiens, anesthésistes, sans oublier les infirmiers, parce que les infirmiers, il faut les inciter il faut les éduquer, bien sûr, et les inciter à s'engager dans le protocole, que ce soit dans la phase préopératoire, dans la phase opératoire, mais aussi dans la phase post-opératoire. Tout cela, il faut que les protagonistes, chirurgiens, anesthésistes, les équipes soignantes, les équipes administratives, mutualisent ensemble leurs efforts, bien sûr, en gardant au centre le patient, qu'il faut aussi éduquer pour qu'il soit aussi acteur de ses soins. Et je vous remercie. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je crois que ce protocole ERAS, c'est un protocole, c'est pas une vue d'esprit, c'est une réalité. Alors nous, on a mené une étude dans le service avec le professeur Zouzou avant de partir à Agadir pour devenir chef de service, quand il était résident dans le service, en 2015. Et ça a donné une publication de 2 articles d'ailleurs que vous avez trouvés, un dans Progrès en neurologie et l'autre sur l'effet du chewing-gum ou l'intérêt du chewing-gum dans la reprise du transit, et l'autre carrément dans le protocole complet, le protocole ERAS. Et comme vous l'avez très bien dit, parce que c'est les infirmières qui appliquent le protocole, donc ils sont impliqués. Et en 2023, il y a une infirmière du service qui est partie à l'affût dans la journée des infirmières, et pour une fois, les gens étaient un peu honnêtes, ils lui ont donné le premier prix de la présentation d'une infirmière. Et oui. Alors donc c'est un protocole qui est extrêmement intéressant dans la gestion des patients, surtout, comme on le sait, dans les cystectomies, toucher à l'intestin, ça revient à faire une chirurgie intestinale digestive associée à une chirurgie urologique. Et je crois que c'est un protocole qu'il faut essayer de mettre dans la tête de tous les chirurgiens et les opérateurs du protocole. Merci. Je vais poser juste une petite question. Il y a aussi l'évaluation gériatrique que doit bénéficier. Comment vous arrivez à mixer l'évaluation gériatrique du patient? Est-ce que vous repersonnalisez encore plus le protocole par rapport à certaines pathologies ou certaines comorbidités? Bien sûr, donc ça a été bien dit. L'optimisation du comorbidité préopératoire, bien sûr, il faut tenir en compte tout cela. Il faut tenir en compte pas que le patient, mais aussi son entourage. Parce qu'on veut faire sortir le patient, par exemple, à J2 ou à J3, mais avec qui il va rester? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de lui? Donc tout cela est pris en considération, bien sûr. Justement, j'ai une question. Merci beaucoup pour la présentation. Nous, on a beaucoup appris. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de contextualiser ça par rapport à nos pratiques? Parce que nous, on peut pas gérer comme ce qui se fait le protocole. Est-ce qu'on ne peut pas voir un contexte marocain où on peut appliquer ça pour tout le monde? Parce que c'est vrai que dans un CHE où les normes sont... Est-ce qu'on ne peut pas créer... Pas question de normes, je vais te répondre. Je suis d'accord. Il n'y a pas de normes, c'est une conviction. On le fait, ça fait très longtemps qu'on met plus de son. Par exemple, le son gastrique, on n'en met plus. On la met uniquement lorsqu'on veut opérer, par exemple, le rein du côté gauche, on sait. Mais sinon, on met plus son gastrique. Et d'ailleurs, même lorsqu'on veut opérer le rein gauche, juste à l'arrêt d'intervention, l'anesthésie sémolaire, et en plus avec la reprise de l'alimentation, toutes les interventions, toutes comprises. Le jour même, après le réveil des malades, on reprend et l'eau, tout ce qui est clair, l'eau, la tisane et avec le chewing-gum. D'ailleurs, il y a une fois que j'ai notre professeur à Rabat, il avait dit, on était, nous, parce qu'on a qui m'a de la chirurgie ancienne, sonde gastrique 5 jours, arrêt d'alimentation 5 jours, dès qu'on touche à l'intestin, alors plus rien. Sinon, le reste des interventions abdominales, on reprend rien jusqu'à ce que le malade reprenne le transit. Des fois qu'il t'attache rien. Qu'est-ce qui se passe? On a dans la machine et tu le déshydraté. Perte de la masse musculaire, c'est impossible. Mais peu après, qu'est-ce qu'il nous a dit? Je me rappelle très bien, il y a longtemps, il était dans le service. Imaginez le volume des sécrétions pancréatiques et des sécrétions biliaires. C'est 1,5 litre de salive par jour. 1,5 litre. Effectivement, on était convaincus. On était vraiment convaincus. Il y a une seule chose que je voulais ajouter,
C'est parce qu'on Je vais les voit de répondre. plus en plus. Je vais répondre à la question, c'est important. D'accord. La question est importante parce que, je vous cache pas, moi j'ai contacté la société Eras pour nous accompagner à la clinique à implémenter le protocole. Ils disent OK, ils nous ont envoyé un devis de 300 000 dirhams, 30 000 euros. Je dis pas possible. On s'est assis ensemble, moi et Dr Aboul Fadl et tous les chirurgiens, on a fait notre protocole à nous, Ouais. à la clinique. On a validé, ça on peut le faire, ça on peut pas le faire, ça on peut le faire. Ça y est, donc il faut faire des protocoles adaptés. Mais avec l'aide, c'est qu'il y a une infirmière effectivement Eras, Absolument. qui est motivé, mais sans oublier les diététiciens et les nutritionnistes. Absolument. علاش؟ باسكو عندك دابا عندنا حنا لي سيستيكتومي كيجيو معطلين، عرفتي الماس مسكيلير ما كايناش. راه عرفتي لي توجه صاحبي راه سيكاتريز با. Donc ce qui fait, sans l'aide des nutritionnistes et des diététiciens, كيفاش غدير له داك الساركوبيني؟ Et en plus, il y a une chose اللي مازال ما دخلش عندنا في les mœurs, c'est comment évaluer la sarcopénie. Mais je ne sais pas si tu peux répondre à la fin. Merci beaucoup, docteur. La question d'évaluer, il faut absolument commencer par une mesure de la composition corporelle. Donc il y a plusieurs méthodes. Pas vraiment le scanner, mais déjà rien qu'avec une bioimpédancemétrie, mais de bonne qualité, on peut éventuellement évoluer. D'ailleurs, ce que j'ai partagé tout à l'heure comme rapport, il faut juste respecter le bon protocole de mesure, c'est-à-dire utiliser la même méthode de mesure et la même machine, et le bon protocole, et ça va nous donner déjà une idée sur la masse musculaire, ne serait-ce qu'initiale. Si par exemple en ambulatoire, c'est-à-dire quand il va rentrer à l'hôpital, on peut déjà estimer avec quoi il est rentré, avec quoi il va sortir. Donc si on fait des interventions, notre premier objectif c'est déjà de ne pas perdre sa masse musculaire. Si jamais il perd un peu de graisse, c'est pas vraiment très dérangeant. Mais j'ai beaucoup apprécié le fait que Dr Boutbauchi a parlé justement de cette notion de remplissage, parce que c'est une notion qu'on utilise principalement dans le sport de haut niveau, principalement pour préparer quelqu'un à un match. Et on peut imaginer que un patient qui va être opéré, donc on peut estimer éventuellement le degré, on va dire, de sécrétion humorale qu'il va avoir après avoir subi une opération pareille. Et tous, il l'a dit bien, Dr Boutbauch, dans le sens où la sarcopénie, le corps, quand il va aller chercher l'énergie nécessaire, il ne va pas puiser dans la graisse, c'est pas automatique. Il commence d'abord par chercher du sucre là où il est. Principalement, il est censé être sur le muscle. Quand il ne le trouve pas, s'il n'a pas assez de sucre, s'il n'a pas assez d'hydrate de carbone, il va puiser dans le muscle. C'est à partir de l'alanine qu'il va préparer sa première molécule de glucose. Et c'est ce qui fait que quand on est déficitaire de sucre et de glucides, les personnes qui enlèvent le pain du manger, les personnes qui enlèvent tout du manger, le fait qu'on va diaboliser éventuellement les hydrates de carbone, je ne sais pas pour qui, même pas pour les diabétiques. Moi, j'ai beaucoup de diabétiques que je suis qui continuent toujours à manger et du pain, et des pâtes, et des légumineuses. Ils arrivent à stabiliser leur glycémie sans pour autant diaboliser ni le pain, ni les autres types de glucides. Donc, forcément, on mesure la masse musculaire avec le principal objectif de ne pas la perdre. Maintenant, si on arrive à l'améliorer un petit peu avant, donc ça serait parfait. L'évaluation en cause électrique. Il faut qu'il se développe. راه مازال ما عطينا في هذا الكورسي هذا راه بيان سور يفو كيزوج عرفتي ديك الفيرما ايراس ليفالياسيون اون كوز ديريكتيف كاين باسكو عندنا كل بيو هذا واقع عندنا كيجي عندك شي عام راه عندك 70 80 90 عام مي كمان عاوتاني لا حاجه اخرى لا مادام تقرون داك الشيء اللي قلتي ديال لي زيفالياسيون حنا كنا جا واحد الوقيته صلنا راه شي انستيزي المريض ما خصوش يتحرك في الكون نورمال ياك لاباس المريض افيك اجي لو سوار يصور تقول له دي كي بوج راه يكلو دانستيزي لو مالادي دوا ديومبيلي تقول له انا تحركتي غدا راه ما عرفتش كنت تبغى فير ديفيرتي دي سيفالي يعني راه لي شوز اون شونجي ايفيكتيمون مي سيتي ا كوز دو نو راه حنا نو لي ميدسان راه واحد في سيتان مومون يافي اون ديفيكولتي دو شونجمون voilà des habitudes. Faut arrêter d'agresser les malades. Arrêter d'agresser. Sonde vésicale, sonde gastrocrânienne, voie centrale, voie artérielle. أنا بدأ les anesthésistes كنشوفهم كيديروا شي حوايج. Bon, tu peux pas parce que tu peux pas entrer dans leur travail.
mais sonde gastrique, sonde vésicale, voie centrale, deux voies périphériques, voie artérielle. C'est de l'agression. Alors, je crois qu'il faut faire les choses quand ils sont utiles. Une sonde gastrique, par exemple, comme on dit, c'est la cellule. Le rein gauche, quand on veut faire une néphrectomie gauche, c'est pour ne pas fonctionner l'estomac. Et encore, si on fonctionne l'estomac, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, mais lui garder la sonde 2 jours après l'opération, c'est agressif. Une sonde vésicale, s'il est réveillé, il va pisser. Moi, qu'est-ce que je fais? Je vide la vessie et puis j'enlève la sonde. S'il a envie d'uriner, il va appeler l'infirmière, tout simplement. Je pense que on va terminer là. Merci beaucoup pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. On donne la parole aux organisateurs.